Je lance l'enregistrement, c'est bon. Donc, un webinaire pour parler de la gestion de la fertilité des sols, choix des amendements et engrais. Alors, si vous voulez qu'on parle un peu d'enherbement, on pourra. Mais l'idée, voilà, c'est plutôt de parler choix, amendements et engrais, tout simplement parce que c'est actuellement un peu les commandes sont encore possibles et pas forcément encore réalisées. Et parce que aussi, on a développé donc un outil qui s'appelle la calculette Sol Provence que je vais vous présenter. Donc voilà, rapidement le plan. Pour ceux qui nous ont rejoints encore maintenant, n'hésitez pas, voilà, vous pouvez lever la main, c'est normal que vos micros soient coupés. Donc pour ce qui est du plan, juste rapidement représenter le projet TerraPara en 1 minute, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que je vois qu'il n'y a pas tout le monde qui a participé. Quelques rappels à gros pour que vous puissiez comprendre un peu ce qu'on va faire après avec l'utilisation de la calculette. Euh, donc très rapidement, le projet TerraPara, et en fait, c'est sur quoi va se baser toute la conférence, sur tous les chiffres que je vais vous donner. Le projet TerraPara, c'est un projet de diagnostic collectif sur la filière des vins de Provence. Et donc ça, c'est ce qu'on a réalisé depuis 3 ans, c'est-à-dire 384 analyses organobiologiques sur toute la Provence. Donc ça vous donne un petit peu le panel sur quoi on va travailler, c'est-à-dire qu'on a essayé de créer, à la fois on a essayé de faire un projet qui permet de faire des diagnostics chez les viticulteurs, faire un état des lieux pour savoir où on commence, et en même temps ça permet pour nous d'avoir un observatoire de la santé des sols. Et donc ça nous permet aussi d'avoir un certain regard sur qu'est-ce que la fertilité des sols en Provence. On a commencé en 2023, on ne savait pas forcément, tout le monde disait les sols sont vivants, les sols sont morts. Maintenant, avec 384 analyses, on sait un petit peu mieux. Donc voilà, il y a eu aussi depuis 3 ans 245 participants. Je crois qu'on a atteint la 20 groupes ou 21 groupes encore cette année. Et pour ceux qui ne connaissent pas le projet, on réalise un diagnostic chez tout le monde et ensuite on faisait 2 jours d'atelier qui étaient à la fois en salle et sur le terrain avec des fausses pédologiques, des tests bêches, etc. Alors j'ai parlé au passé puisque l'année prochaine, on va changer légèrement de format. Donc le projet va continuer et d'ailleurs ceux qui connaissent déjà le projet, vous pouvez de nouveau y participer. Et donc l'année prochaine, ça serait plutôt sous un format de 2 fois une demi-journée qui sera proposé avec toujours le même système, c'est-à-dire qu'on cofinance ces diagnostics. Qu'est-ce qu'on appelle un diagnostic? C'est une analyse de sol, mais qui comprend des paramètres assez poussés sur la thématique organobiologique. Par exemple, on a la biomasse microbienne de son sol ou la fourniture en azote de son sol. Combien mon sol peut fournir naturellement en azote, qui sont des paramètres assez importants, vous le verrez. Du coup, l'idée là de cette conférence, enfin de ce webinaire, c'est de vous présenter cet outil. Je vous le présente déjà maintenant pour faire un petit teasing sur quoi on va travailler. C'est un outil en fait qui a la particularité et surtout l'objectif de permettre des comparaisons de produits organiques ou d'engrais non organiques d'ailleurs entre eux. Et l'idée, c'est de comparer les caractéristiques du produit, mais aussi les prix. Euh, et donc à la fois sur les engrais, mais aussi sur les amendements sur lesquels on a acquéri pas mal de connaissances, puisqu'on a fait aussi un projet où on est allé voir toutes les plateformes de compostage dans le Var et les Bouches-du-Rhône, alors toutes, celles qu'on a trouvées, mais on n'a pas été peut-être exhaustif. Néanmoins, on a quand même essayé de les avoir toutes et tous grâce aussi aux viticulteurs qui nous ont donné les adresses, parce que comme on est allé dans un peu de partout grâce au projet TerraPara, on a pu retrouver toutes les plateformes de broyat et de compostage, et que je vous présenterai un petit peu plus après. Mais voilà, c'est juste pour vous donner un peu un ordre de quel était l'objectif aujourd'hui. Mais avant ça, je voulais vous faire quelques petits rappels agronomiques, histoire qu'on parte de la même base et qu'on puisse discuter sur le sujet. Alors, sur les rappels agronomiques, je voulais commencer juste par la hiérarchie dans le diagnostic de sol, parce que souvent, et c'était le cas quand on a commencé le projet en 2023, on veut savoir si nos sols sont vivants. Voilà, c'est la question. Est-ce qu'il y a de la matière organique et est-ce que nos sols sont vivants? Mais, alors je ne veux pas re-rentrer dans les détails exacts, mais juste très rapidement, on commence un diagnostic pour qu'il y en ait un sol vivant. Il faut déjà qu'il y ait une bonne physique du sol. Il faut qu'il y ait de l'air dans le sol. S'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de micro-organismes. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas d'air, il y a aussi moins d'eau. Donc ça, c'est important. Physique, c'est est-ce qu'il y a de la compaction ou pas de compaction? Et ça, c'est dans le premier état du diagnostic. C'est-à-dire qu'il faut déjà regarder ça avant de regarder autre chose. Ensuite, on a le statut acido-basique. Donc, c'est est-ce que mon sol est trop acide?
Ça, c'est aussi important. On le verra un petit peu après, mais un sol qui est trop acide, c'est un sol qui est non vivant. Voilà. Avant de parler de vivant et de matière organique, c'est deux choses qui sont importantes. Et ensuite, dans la hiérarchie du diagnostic, vient l'organobiologique et ensuite le stock minéral. Donc souvent, on mettait le stock minéral au début. Juste pour la compaction, je fais très rapide aussi, parce que voilà, c'est des petits rappels, certains l'ont déjà vu. J'ai mis à jour quelques données. Maintenant, sur chaque prélèvement, on fait un test bêche. Ça nous permet de voir est-ce qu'il y a une compaction superficielle sur les 30 premiers centimètres. Ça fait des jolies photos et ça fait aussi quelques statistiques. C'était juste voilà, pour donner cette information quand on parle de physique des sols. Si par exemple on fait des tests beige, donc là sur les 380 analyses, globalement en fait c'est pas un problème qui est très récurrent en Provence. Alors ça peut l'être quand même dans les sols viticoles plus que dans d'autres cultures. Mais en Provence, étant donné notre densité de plantation, le nombre de passages de tracteurs qui est relativement modéré, et aussi les conditions de passage, on passe quand même moins souvent dans des conditions mouillées qu'en Bourgogne ou en Champagne, bah, ça fait quand même que au niveau des compactions, on est quand même pas si mal. Et en moyenne, on retrouve quand même très peu des sols qui sont vraiment très dégradés, c'est-à-dire vraiment compactés, quoi. Compactés de manière significative à la bêche. Alors ça, c'était juste pour la petite aparté. Ensuite, si on parle acido-basique, je voulais vous montrer cette carte. Donc, ça nous permet voilà, de faire ces cartes, toutes les analyses. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints, c'est toutes les analyses du projet Terre à part. Et donc, si on regarde un peu les pH, donc je vous ai dit, le pH, c'est quelque chose quand même d'assez important dans la fertilité, mais surtout enfin, aussi dans la vie de son sol. Juste pour vous donner un ordre d'idée, en dessous de 6,2, il faut commencer à s'alarmer en termes de pH. Heureusement, encore une fois, ça arrive peu en Provence. Déjà, tout ce qu'on voit en noir, c'est tous les sols calcaires. Et ce qu'on voit ensuite en rouge et ensuite en saumon, on va dire, en couleur saumon, c'est les sols. Les rouges, c'est vraiment les sols où, attention, alerte, il faut aller choler son sol et redresser le pH. Et comme on peut le voir, c'est pas non plus un problème qui est très récurrent, mais il est quand même présent. Et en fait, c'est dommage de passer à côté parce que c'est un problème agronomique de base. Et ben, vous avez beau mettre de la matière organique, elle va servir pas à rien parce qu'il y aura quand même des utilités, mais elle ne sera pas utilisée parce que c'est trop acide et donc il n'y aura pas de vie dans le sol. Pour vous prendre un exemple assez concret, alors c'est souvent vers Pierrefeu, là, vers le terroir qu'on appelle la règle des bottes, qu'on retrouve les sols les plus acides de la Provence. Il y en a aussi vers le golfe de Saint-Tropez, mais on a fait moins d'analyses. Et pour vous donner un peu une anecdote, on avait un sol là, qui est le plus acide, c'est celui à 5,22. C'était un sol qui contenait de la matière organique, mais il n'y avait pas de vie. On s'est posé la question, mais c'est quand même curieux. Et effectivement, en regardant le pH très rapidement, bah, à 5,22, il n'y a pas grand-chose qui se développe et il suffit d'aller choler avec du carbonate de calcium. Voilà, donc parenthèse pH refermé. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à lever la main. Après, je peux vous donner la parole ou poser le. Vous pouvez poser à l'écrit dans l'onglet conversation. Ensuite, donc, dans la hiérarchie acido-basique, physique, ça on a vu. Ensuite, il y a l'organobiologique qui est important. Alors ça, c'est un peu le statut qui posait le plus de questions, où les personnes ont le plus d'intérêt. Est-ce que mon sol est vivant? Est-ce qu'il contient de la matière organique, etc. Je vais juste, on va dire, enfin enfreindre cette hiérarchie en parlant déjà du stock minéral et pourquoi en fait il faut s'intéresser avant au stock organique, avant celui du stock minéral. Je vais vous donner un exemple assez clair qui je trouve est assez parlant. Donc je vais vous décrire sur les stocks minéraux. Il y a quelque chose avec le projet qu'on a appris que je trouve intéressant de partager. C'est au niveau des stocks de potassium dans les sols en Provence. Alors ces stocks de potassium, la potasse, c'est un des éléments majeurs de la vigne avec l'azote, mais c'est même l'élément le plus important. Bon, c'est voilà, un élément essentiel. Très rapidement, en fait, dans le projet Terre Apparent, on a remarqué que une grande majorité des terroirs pourtour des morts, donc que je vous encercle avec ma souris, avaient des déficits en potassium assez importants.
Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui n'était pas forcément connu des viticulteurs. Et c'est quelque chose de très récurrent. C'est-à-dire que quand on va dans le golfe de Saint-Tropez, vous pouvez le voir, c'est blanc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, vraiment très peu de potasse. Et malheureusement, les vignes ne marquent pas forcément toujours les carences en potasse sur le feuillage. Et c'est quelque chose qui peut limiter le développement sans forcément le montrer. Et donc, bon, voilà, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant à savoir. Et d'ailleurs, aussi pour la petite anecdote, c'est dans le Haut-Var, surtout vers Carsos et Montfort, qu'on retrouve vraiment des stocks de potasse assez importants qui pourraient provenir de pratiques anciennes où on savait mettre des doses assez importantes. Donc ça, c'était des premiers apprentissages du projet. Et en fait, il se figure que souvent, ces sols sont en manque de matière organique. Et je voulais vous montrer déjà la calculette. Hop. Donc là, vous devez voir apparaître la calculette Sol Provence. Et je voulais vous montrer rapidement voilà, l'intérêt de la calculette et aussi l'intérêt de se concentrer avant sur l'organique, enfin de se concentrer avant le stock minéral, de se concentrer déjà sur le stock organique. Tout simplement, je voulais vous montrer quelque chose. Donc la calculette, comment elle fonctionne? On sélectionne ses produits. Donc normalement, tout le monde voit mon écran. Si personne ne dit rien, c'est que je suppose que tout va bien. Donc l'intérêt de la calculette, c'est on sélectionne son produit. Donc il y a un comparateur d'engrais, un comparateur d'amendement. On ne compare pas un engrais avec un amendement, c'est chacun entre eux. Et donc l'idée, c'est vous choisissez un amendement parmi tout ce qui existe. Donc il y a des amendements en bouchon. On retrouve le MV100, l'AVA 60, l'Orgaval, il y a le Richumus par ici. Mais on retrouve aussi des amendements beaucoup plus bruts et locaux. Donc on a le compost de Pisorno, des alchimistes, etc. On va prendre celui de Pisorno par exemple. Je vais vous présenter quand même l'outil jusqu'au bout. Donc là, il y a la calculette qui nous permet d'avoir les caractéristiques du produit. Et ensuite, je m'amuse à tout simplement choisir la quantité de produit que je mets. Et ensuite, ça me met les quantités de potasse, d'azote. Alors, c'est des calculs qui sont assez simples, hein. Voilà, j'ai un produit à 0,6%, bon, bah, 10 tonnes, voilà, ça fait 60 unités. Mais bon, là, ça le permet de le faire en comparatif, c'est intéressant. Et à la fin, ça fait aussi le prix du produit qu'on retrouve ici et qu'on multiplie à la fin par la quantité qu'on a choisie. Tous les produits, vous les retrouvez dans liste produits. Donc la liste des produits, je vais dézoomer un petit peu, tac, 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 c'est toute une liste que nous, on a retrouvée parce qu'on a suivi, voilà, on a suivi 245 itinéraires techniques. Et donc, on a essayé de recenser les engrais les plus communs qu'on voyait, mais également les amendements les plus communs qu'on voyait. Et on a essayé d'enregistrer toutes les caractéristiques. Et on s'est aussi amusé, alors c'est pas de manière exhaustive et précise, hein, c'est les prix qu'on a eus, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis aussi des prix de produits, et toutes les cases en jaune sont dédiées à être modifiées. Et donc vous, l'idée, en tant qu'utilisateur, bah, c'est de dire, bon, bah, voilà, moi j'ai un compost chez Ottaviani, il n'est pas à 29, il n'est pas à 30 euros, il est plutôt, je l'ai touché à 28 euros, voilà, je modifie le prix, et je peux aussi modifier le prix du transport. Alors le transport, il n'y est pas pour les engrais, parce que souvent il n'est pas compris, enfin il est compris dans le prix. Tandis que les amendements bruts, c'est très important parce que le transport, comme beaucoup le savent dans les participants, souvent le transport coûte plus cher que le produit lui-même. Voilà, et à la fin, on a le prix du produit. Et voilà, bon, ça c'est les grandes fonctionnalités. Derrière, on a aussi, par exemple, euh, juste ces trois colonnes qui vous servent à comparer les produits entre eux, c'est-à-dire, c'est un petit peu comme le guide, pour ceux qui connaissent le guide des amendements et engrais de la Chambre d'agriculture, il vous donne le prix de l'unité de potasse et le prix de l'azote. Et donc il y a un petit code couleur, voilà, ici, plus c'est transparent, moins c'est cher. Par exemple, dans l'idée de la potasse, on peut regarder quel est le produit qui apporte la potasse la moins chère. Je suis dans un cas, par exemple, où je dois apporter vraiment de la potasse et je veux le faire pour pas cher. Et c'est vraiment sur le point que je veux travailler. Donc là, par exemple, le prix de la potasse des produits, bon, ben voilà, ça varie de 16. Ici, on a un 0,88 euros à l'unité de potasse. Ah bah tiens, ça tombe bien, c'est de la chlorure de potasse, c'est que de la potasse. Oui, effectivement, le minéral, ça coûte moins cher à l'unité. Pour information, la chlorure et les sulfates de potasse sont utilisables en bio. Souvent, c'est pas forcément toujours bien compris. Donc là, dans les engrais, par exemple, je suis à 0,88 euros l'unité de potasse. Donc si j'ai envie d'apporter de la potasse, c'est bien. Mais quand je regarde mes amendements, par exemple, mon compost de marc de raisin, il est très bien. Parce que pourquoi il est
très bien? Parce qu'il est gratuit. Alors là, c'est un compost. Donc en soi, il faudrait le composter, mais le marc de raisin, normalement, est pas très cher non plus. Voilà, il est à 0,45. Bon, après là, il faudrait réajuster les prix en fonction de réellement combien ça coûte, hein, l'épandage, les coûts de tractopelle, d'épandage, etc. Mais là, ça vous donne un ordre d'idée. Et en fait, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que pour revenir sur le problème de potasse, si j'apporte par exemple tac, du compost de marc de raisin ou par exemple du compost de Bizorno, si j'en mets juste 10 unités, 10 tonnes par exemple, 10 tonnes par hectare, en fait, quand je mets 10 tonnes de compost, par exemple pour, comment dire, pour réaugmenter mon taux de matière organique, donc j'ai envie de mettre du compost de marc ou du compost de déchets verts. Quand je mets 10 tonnes de compost, j'apporte de la matière organique, mais pas que. J'apporte aussi, par exemple, 60 unités de potasse ou j'apporte 220 unités de potasse si je prends des composts de marc de raisin. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on veut rétablir la matière organique, souvent on rétablit aussi les minéraux. Parce que quand on apporte des composts, quand on apporte des broyats, bah mine de rien, on n'apporte pas que du carbone, hein, on apporte de la potasse, de la magnésie, de l'azote, etc. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous parler du minéral avant de l'organique, c'est que quand on résout les problèmes organiques, souvent on résout aussi des problèmes minéraux. Mais après, on peut ajuster en fonction de la spécificité puis de ces analyses. Voilà, je ne sais pas si ça c'était clair sur la potasse et sur les apports. On va réutiliser la calculette après, hein. C'était un premier jet. S'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas. Vous pouvez lever la main, je peux vous donner la parole, ou sinon il y a l'onglet questions et réponses ou conversation. Tac, et ben je continue. Hop. Alors oui, ça c'était pour. C'est un petit graphique, il n'est pas si compliqué. Tous les points, c'est les analyses de sol, et ce qu'on voit en ordonnée ici, c'est la quantité de potasse. Et donc, on retrouve nos secteurs dans les morts, par exemple Saint-Tropez, certains sols de la Londe et certains sols de Notre-Dame-des-Anges, surtout au niveau de la plaine de la plaine des morts. On retrouve des sols littéralement très carencés en potasse. Et c'est parce que c'est aussi des sols qui sont plus sableux. On le voit, plus c'est jaune, plus c'est sableux. Et donc le sable fait que ça retient aussi mal la potasse, mais c'est aussi l'origine du sol qui fait que potentiellement, c'est une hypothèse, ce sont des sols qui sont plus magnésiens que potassiques. Voilà. Ça après, bon, ça change pas grand-chose, mais il faut le savoir en fait, et ça permet derrière de réajuster par rapport à la typicité de son terroir, de savoir que on peut apporter plus ce type de produit, et ça aura une meilleure efficacité. Et de toujours regarder ça dans ces analyses de sol, tandis que voilà, quand on est sur je vous ai dit, Argence-Bessillon, bon, les teneurs en potasse, normalement, on est toujours plutôt bon, quoi. D'ailleurs, il n'y en a pas un qui était en seuil limite. Voilà, donc j'en finis pour la potasse, et donc je viens sur l'organobiologique. Donc organobiologique, petit rappel comme ça pour quand même qu'on parte sur les mêmes bases. Tac. Donc, bon, déjà, qu'est-ce qu'on appelle une matière organique? Donc, les matières organiques, c'est toutes les matières qui sont vivantes ou qui ont été vivantes, et c'est majoritairement des matières qui ont été vivantes et qui sont mortes, qui sont intégrées dans vos sols et stockées dans vos sols. La matière organique, c'est du carbone surtout, ça vient de la photosynthèse, et c'est des débris de végétaux ou d'animaux qui ont été décomposés, redécomposés, remangés, redigérés. Et à la fin, ça fait des petits produits qui vont de la feuille jusqu'au micron de matière organique. Voilà, ça c'est assez rapide. Je pense que j'apprends pas grand-chose. Je vous apprends pas grand-chose, mais voilà, c'est pour refaire un petit point. Alors moi, c'est quand même une question que souvent je pose. C'est pourquoi les sols ont besoin de matière organique? Parce qu'on en parle, mais systématiquement. Et souvent, enfin, je vous laisse un petit temps pour réfléchir à ça. C'est pour vous, pourquoi on parle toujours de matière organique et quels sont, dans les priorités, quels sont les intérêts et les effets de ces matières organiques dans les sols, notamment en Provence? Parce que cette question, en fait, elle est importante et parce que l'intérêt n'est pas toujours là où on pense. C'est-à-dire que souvent, les premières choses qu'on nous cite, c'est l'eau. Voilà, l'eau, la matière organique, on stocke de l'eau. Alors, en fait, c'est vrai, mais c'est partiellement vrai. En fait, c'est un effet qui est présent, mais il n'est pas si énorme comme effet parce que quand vous prenez
votre sol, quand vous rajoutez de la matière organique, vous la rajoutez sur les 20 premiers centimètres, souvent, enfin, quand vous apportez de la matière organique. Donc vous allez améliorer la propriété de ces 20 premiers centimètres. Et ces propriétés, elles vont augmenter de 5, aller même jusqu'à même 30%. Sauf que votre sol, il fait pas 20 centimètres, il fait 1 mètre 50, 2 mètres, voire 2 mètres 50, enfin, voire même non limité. Et en fait, vous améliorer la rétention, mais que sur la partie superficielle. Ce qui reste très bien. Et en fait, c'est pour ça que ça a des gros effets sur les sols qui sont superficiels. Je prends un sol, les sables qui sont sur les grès de la plaine des Morts. Déjà, on a des sables, donc ça ne retient pas l'eau. Mais en plus, ils ont 60 centimètres de sol. Quand je rajoute de la matière organique sur les 20-30 premiers, bah oui, c'est un gros effet. Par contre, sur mon sol limoneux argileux de Carcès ou Montfort ou de la Sainte-Victoire, bah, finalement, ça a un effet, mais qui reste plus, euh, plus moindre, on va dire. Par contre, ça a un effet sur l'infiltration de l'eau. Ça, c'est assez prouvé. Ça même, je pense que ça a plus d'effet. Il faut qu'on le vérifie avec il y a plusieurs expérimentations là qui sont en cours sur ça, mais ça a plus d'effet sur l'infiltration que sur la rétention. Mais mine de rien, voilà, les deux cumulés, ça a quand même un effet sur les propriétés en eau. Et d'autant plus si c'est argileux, hein. Des sols argileux sans matière organique, c'est vraiment compliqué en termes de rétention et d'infiltration. Et on le voit, hein, ça sèche très rapidement. Et d'un côté, dès que c'est mouillé, c'est trop mouillé. Après, il y a la diminution de l'érosion. Je ne l'ai pas marqué aussi, mais en termes de propriété physique, il y a la portance qui est améliorée. Et ensuite, souvent, ce qu'on me parle, c'est la biologie des sols. On me dit, ouais, ça améliore la vie des sols. Alors ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pose souvent la question, mais pourquoi? Pourquoi on veut de la vie dans les sols? Parce que c'est bien d'avoir de la matière organique, c'est bien d'avoir de la vie, mais pourquoi faire? Est-ce que je sais que vous ne vendez pas des bactéries, vous vendez des raisins, enfin, ou du vin, mais voilà, l'idée, c'est pas forcément juste avoir de la vie dans les sols, il faut que c'est une utilité. Et c'est là que c'est important quand même de comprendre et de se rappeler quand même, pour moi, c'est une des principaux intérêts, c'est il y a la disponibilité et rétention des éléments minéraux, je n'ai pas précisé. C'est significatif même sur la potasse ou même par exemple sur l'azote, ça retient quand même mieux ces éléments-là. Mais surtout, votre matière organique, quand elle se dégrade, elle produit de l'azote. Et ça, c'est vraiment un point important. La matière organique, c'est du carbone qui est aussi associé à 6% avec de l'azote. À peu près, hein, plus ou moins. Ça dépend de ce que vous avez mis. Mais ça, c'est assez important parce que votre stock de matière organique, il est présent, mais finalement, on peut l'associer comme si c'était de l'azote qui va se diffuser très lentement. Et ça, c'est assez important parce que pour des agriculteurs et des viticulteurs, ça, c'est quelque chose qui va jouer sur vos cultures et c'est ce qui va jouer aussi sur la consommation d'engrais ou le besoin d'engrais. Alors très rapidement, voilà, la matière organique libre et liée, on associe ça au gîte et au buffet, et à la biomasse microbienne. Et cette biomasse microbienne, en mangeant le plat, bah, elle fait comme nous, hein, elle urine, elle va aux toilettes, et ça produit de l'azote. Ça libère de l'azote qui est minéral et qui est disponible pour la vigne. Et ça, c'est assez important. Je vous demande d'aller. Je vous présente pas beaucoup de graphiques, mais celui-là, il est important. Euh, je vais vous présenter ce graphique qui est important, c'est pour prouver. Enfin, ça montre un peu ce que je viens de présenter juste avant. Donc, c'est le graphique qui représente la fourniture azotée en fonction de l'écart de matière organique dans les sols. Alors, l'écart de matière organique, c'est mon taux de matière organique par rapport au seuil. Parce que comme chaque sol a un seuil différent, suivant que c'est du sable ou des limons argileux, etc., on va avoir des seuils qui sont différents. Et par exemple, ici, si j'ai un taux de matière organique à 2% et que mon seuil est à 1,5, et ben, j'ai plus 0,5. Voilà, tout simplement. Donc, tous ceux qui sont à droite, c'est des gens qui sont en positif. Ils ont un compte bancaire positif, on va dire, en termes de matière organique. Et ceux qui sont à gauche, ils sont en négatif par rapport au seuil. On dit qu'ils sont en déficit de matière organique. Donc il y a des personnes quand même qui vont jusqu'à, ils ont moins 2% de matière organique par rapport à leur seuil. Ça commence, alors les pourcentages, ça fait jamais beaucoup, mais 2% sur 2000 tonnes de terre, ça fait beaucoup. Et ensuite, donc en axe vertical, j'ai la fourniture azotée. Donc ça, je vais l'expliquer aussi. Donc la fourniture azotée, c'est qu'est-ce que mon sol peut potentiellement produire naturellement en azote par la dégradation de la matière organique
sur 6 mois, donc sur la saison. Donc ça, comment on le mesure? C'est au laboratoire, ils mettent votre sol, donc tous ceux qui ont fait des analyses avec TerraPara et Célestalab, ils mettent votre sol dans un bocal, ils regardent l'azote à l'instant T, et 28 jours plus tard, dans des conditions idéales, ils regardent l'azote qui a été produit. Et donc, ça nous donne une idée de l'azote qui a été produit sur les 6 mois. Et globalement, ça nous donne un peu une idée de la fertilité des sols. Et donc, souvent, ce qu'on place, c'est que 50 unités de cet indicateur euh, par hectare sur la saison, c'est, on va dire, c'est correct. Donc, c'est cette barre, pardon, hop là, c'est cette barre-là, hein. Donc, ça, c'est les 50 unités. Tous ceux qui sont en dessous de ça, c'est pas fou, quoi. On est sur un système qui produit pas beaucoup d'azote et du coup, il faut compléter la vigne. 50 unités, on va dire, c'est moyen, il faut compléter la vigne, mais bon, on peut quand même faire du rendement assez facilement. Et dès qu'on dépasse les 80, ça commence à être vraiment sympa. Et dès qu'on on dépasse les 120, on peut commencer à faire des patates et des céréales. Voilà. Globalement, en grande culture, ils visent les 140, 160, 200 unités d'azote produites parce que pour eux, l'azote, c'est très important. Et c'est ce qui va vraiment jouer sur leur rendement. Nous, ça joue un petit peu moins, mais quand même, globalement, ça, c'est important et c'est quand même lié aussi à l'azote que vous allez retrouver dans les mous derrière. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Tac, tac, tac. Donc, tous ceux qui sont à droite, c'est ceux qui sont en positif. Tous ceux qui sont à gauche sont en négatif. Et bien, ce qu'on peut voir, c'est que c'est très lié. C'est-à-dire que plus vous avez de matière organique, plus vous fournissez de l'azote dans votre sol. Donc là, il y a en tout, il y a 250 points là, qui sont représentés. Alors forcément, il y a toujours de la variabilité parce qu'il y a plein de problématiques différentes. Par exemple, si je reprends ma personne qui avait un pH très faible, il est par ici, je crois. Bah lui, il a de la matière organique, mais il fournit pas d'azote. Mais pourquoi? Bah parce que il avait trop d'acidité dans son sol, donc pas de biomasse microbienne, donc il bloque quoi, son sol. Et ce qui est intéressant de voir, c'est quand même il y a pas mal de sols qui se retrouvent dans des situations assez critiques. C'est-à-dire que on produit zéro azote. Voilà, je- donc c'est un sol qui sert plus de support que de sol, quoi. Vraiment dans la définition de la fertilité, on est sur une fertilité très dégradée. Parce que là, littéralement, on dit qu'il faut compléter le sol en azote parce qu'il n'arrive pas à produire lui-même ses sols. Tandis que quand on est ici, donc dès qu'on dépasse là les 120, on parle de sols qui sont auto-fertiles. Alors, ils ne sont pas auto-fertiles indéfiniment, mais sur plusieurs années, ils arrivent à produire tellement d'azote qu'il n'y a vraiment pas besoin de mettre d'engrais, quoi. En question d'azote, hein, évidemment. Si je vous prends cet exemple ici, donc là, on a quelqu'un qui produit 220 unités d'azote et qui est donc, ben, par rapport à son seuil, il a 1% de plus. Donc ça, cet exemple, je l'aime bien parce que c'est quelqu'un qui a mis en fait du compost à la plantation. Il a mis alors, de mémoire, c'était, alors il savait pas trop parce qu'il en a mis un petit peu de manière assez brute et en vrac, mais c'était aux alentours des 200 tonnes à l'hectare à la plantation. Sauf que c'était il y a 15 ans quand même. Il y a même peut-être plus longtemps, 18 ans. Et depuis 18 ans, il n'y a pas d'engrais qui ont été mis sur la parcelle et elle produit très bien cette parcelle. Et en fait, nous, on l'a retrouvé sur l'analyse, c'est que oui, effectivement, on comprend mieux pourquoi cette parcelle, elle produit et elle n'a pas besoin d'engrais, parce qu'elle produit naturellement 220 unités d'azote pour la vigne, qui est plus ou moins disponible pour la vigne, hein. Il y a une partie qui va être lessivée, il y a une partie pour l'enherbement. Et ce qu'il faut savoir, c'est aussi cette parcelle, il y avait des très bons couverts végétaux, donc ça améliore la fourniture en azote. Donc voilà, c'est un peu le seul graphique un peu compliqué que j'ai voulu présenter parce qu'il montre vraiment bien le lien. euh, la matière organique en Provence, dès qu'on la met, elle se fait manger. En Bourgogne ou dans d'autres régions, bon, maintenant il fait plus chaud, donc c'est peut-être différent, mais parfois, par d'autres problématiques, elle peut être bloquée, la matière organique. Et souvent, c'est ce que beaucoup questionnent quand on dit on fait des apports massifs. Ah, mais ça va bloquer, le sol va pas manger toute cette matière. Globalement, vous mettez de la matière organique, des produits organiques, il est mangé. C'est même, il est mangé un peu trop rapidement, quoi. Et donc, d'ailleurs, on a des fournitures azotées, des fois, qui sont excellentes parce que le sol fonctionne très bien. Tac. Et donc, si je m'amuse à colorer mes points en fonction de ce qu'ont fait les viticulteurs, et ben, ça donne ça. Donc ici, là, c'est le même graphique, hein. Juste, on a coloré les points en fonction des pratiques d'entretien des sols.
Donc on retrouve nos axes. Donc là, je suis à 0. Là, j'ai mes 50 de fourniture azotée. Et donc là, j'ai l'azote. Donc plus je suis haut, plus j'ai de l'azote qui est fourni par mon sol. Et donc mes points, donc tous mes points rouges, c'est tous ceux qui ont fait des apports massifs. C'est-à-dire qu'ils ont fait des apports de plus de 100 tonnes à hectare. Et des fois, c'est les bien plus haut. Et qu'ils ont fait ça les 10 dernières années, enfin même les 15 dernières années, comme lui. Et ensuite, on a ceux qui ont des entretiens organiques faibles. Alors, faible, ça ne veut pas dire inexistant, hein. C'est par exemple 1 tonne de riche humus. Voilà, ça, c'est considéré comme entretien faible. Ça reste bien, hein, mais par rapport aux apports massifs, il fallait que je trouve une dénomination. Ensuite, entretien renforcé, c'est tous ceux qui apportent plus de 10 tonnes de compost ou de broyat ou de produits organiques par an en moyenne. Donc, des personnes qui ont des pratiques un peu plus fortes. Il y a tous ceux qui sont en bleu, c'est tous ceux qui font quasi pas d'apport organique ou aucun. Et j'ai mis une petite catégorie, celle-là, c'est parce que c'est une réelle. Eux, ils sont repartis sur une nouvelle jachère. Ils n'ont pas encore fait des apports organiques, mais juste ils ont défoncé la parcelle. Et en fait, c'est vrai que curieusement, nous, de manière empirique, on le voyait souvent sur des plantations, hein, ou des parcelles des fois déjà plantées. On arrivait des cas, mais il y avait des sols. Donc là, on voit les points violets. On arrivait sur des cas où les sols étaient. Donc, il n'y a plus de matière organique et par conséquent, il ne fournit pas d'azote, quoi. Et on n'est qu'au début de la plantation, quoi. La vigne, elle en a, j'espère, pour 40 ans. Ça risque d'être long quand on part pas sur des bonnes bases comme ça. Et c'est vrai que nous, l'hypothèse est que effectivement, le défonçage, ça peut avoir un effet aussi néfaste d'enfouir la matière organique. Et donc, du coup, bah, comme nous, on fait nos analyses à 30 centimètres, mais c'est là aussi la matière organique est efficace, et bah forcément, on se retrouve avec peu de matière organique dans le sol. Ça, on va le vérifier, on va aller faire des analyses par ailleurs de parcelles. On a analysé avant défonçage et on va refaire des analyses sur tout le profil après défonçage. Et donc là, on retrouve tous nos apports massifs. Là, ils sont tous un peu dans le haut du panier. Donc, très rapidement, quand même, les apports massifs de produits organiques. Donc, on parle de broyat, de compost de déchets verts, de fumier, c'est plus rare parce que c'est compliqué quand même de mettre plus de 100 tonnes à l'hectare de fumier. Mais souvent, on se retrouve quand même en haut du panier en termes de matière organique, ça c'est sûr, hein. De toute façon, on apporte 100 tonnes, à un moment, il se passe quelque chose. Mais surtout, ces sols, ils produisent de l'azote. Et ça, c'est vraiment très concret. Alors, on en voit deux, trois là qui produisent pas beaucoup, c'est parce que là, eux, ils sont en fin d'azote. Voilà. Si, les apports ont tellement été conséquents et assez récents que la production d'azote minéral est encore perturbée par une fin d'azote, mais ils vont sûrement finir ici enfin, dans 6 mois ou un an. Voilà. Alors, si vous avez des questions sur le graphique, je peux prendre encore un temps. Mais sinon, très rapidement, pour finir avec la matière organique, euh, ça, je l'avais présenté à la journée technique. Bon, je ne vous ai pas posé la question avant, souvent je pose la question, combien vous pensez que de sols sont en déficit de matière organique? En Provence, c'est quand même notre souci. C'est-à-dire, s'il faut prioriser, c'est quelque chose, c'est un axe sur la fertilité des sols où il faut travailler, c'est la matière organique. Et donc, il y a quand même plus de 56% des sols qui sont en déficit. Et attention, c'est pas juste un petit peu faible. C'est-à-dire que j'ai pris j'ai pris des bornes assez basses. Donc, c'est 56% qui sont trop faibles, mais qui sont significativement trop faibles, quoi. On n'est vraiment pas à la limite du bien, quoi. Bon, il y en a certains qui sont quand même du faible, mais il y a quand même 33% des sols qui sont considérés un très fort déficit, quoi. Ce qui est assez alarmant, mais heureusement, vous allez le voir, il existe quand même des techniques assez économiques et pratiques qui permettent de vite relever. Bon, ça, je l'ai déjà dit, tac, tac, tac. Juste rapidement, comment ça se fait qu'on est arrivé à des sols avec des très faibles taux de matière organique? Je refais très rapidement. Il y a le bilan humique. Donc, dans la matière organique, il y a ce qui rentre. Dans ce qui rentre, il y a les feuilles de vos vignes, les sarments que vous laissez. Heureusement, tout le monde laisse ses sarments en Provence. On va dire, c'est le minimum de matière organique qu'on arrive à réintégrer dans nos sols. Il y a évidemment l'enherbement. Et donc, quand on fait beaucoup d'enherbement, on fait beaucoup entrer de carbone. Et quand on n'en fait pas, même en hiver, on en fait sortir. Pour vous donner un ordre d'idée, Euh, alors, plus aussi, c'est aussi pour ça qu'en Provence, on se retrouve avec des faibles matières organiques, plus il fait chaud en moyenne,
plus les micro-organismes ont tendance à se développer rapidement et à consommer de la matière organique. Donc, par exemple, le secteur du littoral, où il fait doux même en hiver, et ben, c'est des sols qui carburent même en hiver. Et si, en plus, c'est des sols qui sont sableux, donc ils perdent leur matière organique assez rapidement. Pour vous donner un ordre d'idée, à Lalonde, si je laisse mon sol nu même en hiver, théoriquement, en 10 ans, si je pars d'un seuil normal, je perds 1% de matière organique. Alors, c'est pas non plus si rapide, hein. On ne perd pas d'une année à l'autre, hein. Si une année, vous ne faites pas de couvert végétal, il n'y a pas de. Même si pendant 5 ans, il n'y a pas vraiment de soucis, c'est des pratiques qui sont. C'est une répétition de pratiques en déficit d'apport de matière organique qui fait qu'on perd cette matière organique. Et par exemple, à la Sainte-Victoire, où c'est un climat plus frais, mais bon, et encore, maintenant, il faudrait qu'on refasse des statistiques. Cette année, il a quand même fait chaud. Bah, voilà, on perd quand même moins rapidement cette matière organique. Et en plus, c'est des sols qui sont moins sableux. Donc ça, voilà, c'est juste le bilan humique, c'est quelque chose d'assez important, enfin, pour comprendre un peu les dynamiques. Souvent, je pose un peu la question, qu'est-ce qui se passe si on met jamais de matière organique sur un sol qui partait bien? Et ben, cette matière organique va diminuer, mais en diminuant, elle va produire de l'azote. Vous savez, enfin, quand elle est consommée, elle produit de l'azote. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe souvent, enfin, c'est une hypothèse, hein, mais depuis 20-30 ans, il y a certaines parcelles qui ont été laissées comme ça avec peu d'apport, parce que bah, c'est plus économique, ça continue à produire en plus. Et plus vous avez une vigne aussi qui a été implantée dans des bonnes conditions, bah, si la matière organique diminue, mais que votre vigne est bien implantée, elle va s'y faire aussi. Ça va, bon, elle a quand même moins besoin d'azote, elle a des systèmes racinaires plus évolués, etc. Par contre, ce qui se passe, le problème, c'est que quand vous arrivez sur une parcelle à la fin, qui est une parcelle, je ne sais pas moi, de 60 ans, mais avec des taux de matière organique très faibles, mais la parcelle produit. Donc vous l'arrachez, vous défoncez, etc., etc. Sauf que celui qui reprend, et souvent c'est pas le même qui a vendu qui reprend, il fait sa plantation, mais cette fois, lui, il n'a pas le système racinaire très bien évolué, et il arrive sur des sols qui sont peu fertiles, et c'est là que ça commence à bloquer, quoi. Ça arrive quand même assez régulièrement où on trouve des parcelles où on me disait, mais la parcelle avant, elle fonctionnait très bien. Tac. Et très rapidement, c'est pour conclure sur les petits rappels agro. Pour résumer très rapidement sur ces problèmes de matière organique, je reviens ici, c'est que il faut prioriser. C'est-à-dire que moi, il y a encore 3-4 ans, on parlait beaucoup de couverts végétaux, mais ce qu'on a appris avec le projet, ça c'est une connaissance importante, c'est que pour redresser un taux de matière organique, il faut avoir les ordres de grandeur. C'est-à-dire que 1% de matière organique, c'est pas 3 ans de couvert végétal. C'est en équivalent, ça dépend des sols, hein, ça dépend de votre produit organique, mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est 120 tonnes de compost, plus ou moins. Et 120 tonnes de compost, c'est beaucoup. Mais c'est un ordre de grandeur important. Une fois qu'on l'a, on peut s'adapter, on peut trouver des produits, etc. Mais, et donc, quand on est dans un cas de déficit de 1% de matière organique, il faut rentrer dans une stratégie, pas juste d'amélioration avec un petit couvert végétal, qu'on va d'ailleurs un petit peu laisser en printemps en se disant, oh, je vais stocker du carbone. Non, parce que quand on est dans un état de sol dégradé, ou sinon aussi des sols avec des faibles potentiels où il faut faire attention, euh, là on est sur ce qui fonctionne le mieux, et c'est ce qu'on a vu, hein, c'est pas théorique, hein, ce que je vous dis, hein, c'est vraiment le retour d'expérience des 380 analyses. C'est ce qui a vraiment marché, c'est pas d'aller avec des couverts végétaux, c'est de faire des redressements qui sont à la hauteur du déficit, donc c'est-à-dire qui vont de 80 à 200 tonnes par hectare. Alors évidemment, donc là on parle de pratique de redressement. C'est vraiment je veux redresser la barre. Mine de rien, ça fonctionne bien et vite. C'est-à-dire que une fois qu'on les met, au bout de 2 ans, bah, c'est déjà intégré et on a déjà beaucoup de bénéfices. Et donc, en fait, sur ces types de sols, nous, ce qu'on a estimé, c'est qu'il y a environ 30% des cas qui sont dans cette situation. Il vaut mieux aller faire des apports de produits organiques que faire des enherbements. Parce qu'en plus, on a une double peine. C'est-à-dire que nos enherbements, ils ont enfin, c'est concurrentiel. Je ne vais pas revenir, je vais pas préciser sur les enherbements, mais c'est clair que c'est concurrentiel en Provence. Les enherbements en hiver, il n'y a aucun souci, mais voilà, à partir de mars, même avril, enfin avril, même mars parfois,
il faut faire attention et certains sols méritent d'avoir les deux rangs détruits au printemps et en été pour éviter toute concurrence. Mais parce que là, on est dans un type de sol qui est vraiment contraint. Et c'est-à-dire que si vous êtes dans cette cas-là, vous avez beaucoup plus d'efficacité à apporter des produits organiques que payer des couverts végétaux. Alors, on le verra hein, combien ça coûte, hein, ces produits organiques, mais retenez bien qu'un enherbement, ça coûte quand même, surtout si on commence, ça peut coûter vite quand même 250 euros à l'hectare. Alors, je sais que certains sont beaucoup moins chers, ils ont bricolé l'outil, ils ont trouvé leurs graines, mais quand même globalement, avec le temps de travail, etc., c'est 250 euros à l'hectare, voire beaucoup plus. Sauf que vous savez ce que vous allez semer, mais vous ne savez pas ce que vous allez détruire, hein. Potentiellement, il n'y aura rien du tout, hein. Et c'est pas rare quand même d'avoir des couverts végétaux loupés. Et d'autant plus dans les sols qui sont pas très fertiles. Il y a vraiment peu d'intérêt. Dans les sols très peu fertiles, vous avez peu de chances de réussir vos enherbements. Et en plus, ils vont être d'autant plus concurrentiels. Donc parfois, ça peut un peu choquer. On dit, ah, mais normalement, tu es pour l'enherbement. Mais non, dans ce cas-là, il faut faire attention. C'est un cas précis, mais qui est quand même 30% des cas. Il vaut mieux. Alors, après, il existe une alternative, c'est ceux qui sont très bons. Et il y en a qui arrivent à améliorer leur sol avec des couverts végétaux, mais ça demande pas mal de technicité. Et il vaut mieux utiliser d'ailleurs des légumineuses. Ensuite, on est dans le cas intermédiaire, c'est un peu la majorité des cas, 50%. Bon, voilà, c'est dans les grandes lignes, hein. Là, ici, on est un peu on n'est pas non plus dans une fertilité excessive. Et on est encore dans des pratiques où ça a besoin d'un entretien renforcé. Ça peut aller de 10 à 30 tonnes, pas forcément chaque année, hein, ça peut être tous les 3 4 ans. Au lieu de faire des 7 tonnes chaque année, bah, faire 30 tonnes, tous les 3 4 ans, ça peut être plus efficace. Et là, déjà, on peut plus s'amuser avec les enherbements parce qu'ils vont avoir d'autant plus de fertilité. Et ensuite, on passe à le 3e cas, qui est le cas où là, on a des jolis sols et là, on peut s'amuser. Et en fait, c'est ce qu'on a aussi compris avec le projet, c'est que certains nous disaient, dans les groupes de travail, «Ah mais moi rouler les couverts, ça fonctionne». Ah oui, mais en fait, c'est normal que ça fonctionne chez toi. Toi, tu es celui qui produit des 200 unités d'azote à l'hectare. Donc tous ceux qui sont ici, c'est ceux qui ont une très belle fourniture azotée. Bon voilà, après je regroupe, hein, les sols, ici, c'est les sols aussi qui sont plus fertiles, qui ont aussi l'accès à l'eau et cetera. Voilà, c'est dans des situations plus confortables. Là, ici, on peut se passer d'engrais, voire même de produits organiques ou voilà, plus rarement. Et là, on peut amener à de l'auto-entretien que grâce à des couverts. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément laisser les couverts 100% de l'année, hein. Il faut quand même les détruire pour certains cas, enfin la majorité des cas même. Mais déjà, on peut un peu plus s'amuser. Et donc, nous, ce qu'on a résumé, c'est que quand vous êtes dans ce cas-là, bah, ce qui est bien, c'est que les produits organiques vous fait passer très rapidement si vous faites un apport massif ici, dans un cas un peu plus confortable. Euh, Tandis que ce qu'on a vu aussi, et c'est les cas où ça n'a pas fonctionné, les enherbements, c'est ceux qui font des enherbements et qui se disent, bah super, j'ai vu une petite vidéo sur Vers de Terre Production, c'est une super chaîne hein, par ailleurs, mais euh, j'ai vu, il faut rouler les couverts avec l'Orbise, en plus ils en parlent beaucoup dans la vidéo. Allez, c'est pas grave, bon on est en Provence, ça va quand même fonctionner. Sauf que si je fais mes enherbements roulés alors que j'étais dans un cas de sol très dégradé, sans eau ou avec des conditions difficiles, bah, c'est là qu'on se prend une claque, quoi. Et on l'a vu quand même très régulièrement sur le vignoble et on le voit encore. C'est-à-dire que voilà, il faut quand même comprendre qu'il y a des fertilités de sol différentes et ça nous permet d'avoir des stratégies qui sont différentes. Je ne sais pas si ça c'est assez clair. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, après, je peux passer. Tac, tac, tac. Je peux passer à l'utilisation de la calculette. J'attends un peu s'il y a des questions à l'écrit ou à l'oral. N'hésitez pas à lever la main, ceux qui n'étaient pas là au début. Vous pouvez lever la main, je peux vous donner accès à votre micro. Et ben, je passe à la suite. Alors, du coup, donc maintenant qu'on sait à peu près ça, je voulais juste, voilà, pourquoi je vous ai expliqué tout ça, c'est pour passer, voilà, il y a le cas du redressement et il y a le cas de l'entretien, qui est assez différent. Cas du redressement, donc on l'a vu, c'est redresser la matière organique. Ça a particulièrement d'efficacité à la jachère. C'est vraiment la pratique qu'il faut faire en jachère, pas sur vigne en place, c'est compliqué. Et donc, c'est ce qui marche le mieux, c'est à la plantation. Ça doit être une pratique qui doit être commune maintenant.
C'est-à-dire, j'ai envie de dire grossièrement, hein, mais j'ai envie de dire, même si on n'a pas d'analyse de sol, je mets quand même 50 tonnes, quoi. Bon, la vérité, c'est il faut toujours une analyse de sol à la plantation, mais ça devrait être le défonçage d'hier. On devrait maintenant dire, je ne peux pas planter sans avoir apporté mes produits organiques. Bon, sur le défonçage, je ne rentrerai pas dans le débat, ça serait trop long sinon. Euh, Tac, donc voilà, c'est sur ces redressements, ça serait plutôt à la plantation. Donc les étapes pour faire un bon redressement, déjà, c'est je calcule le déficit. C'est-à-dire que je calcule quels sont mes vrais besoins. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est l'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur, il est important. Ah, je crois que j'ai une question. Ah, ok, c'est très clair, super. L'ordre de grandeur, il est important pourquoi? À la fois, si vous partez de bas, bah, si vous mettez, on a déjà vu, nous, ah, il- le viticulteur pensait qu'il y avait des déficits de taux de matière organique. Moi, j'ai mis 3 tonnes d'Avassan, donc je pense qu'on est bon. Ben, en fait, ouais, non, les 3 tonnes d'Avassan, ben, d'ailleurs, on fera le calcul tout à l'heure, c'est même pas 5% de ce qu'il fallait faire, quoi. Et en fait, ça dégoûte un peu parce que, en plus, en bouchon, bah, ça coûte cher, on peut pas se donner les ordres de grandeur. Et donc voilà, l'ordre de grandeur, il est important, mais c'est aussi pour faire des économies, c'est-à-dire que c'est arrivé, ça arrive moins souvent, mais on a des viticulteurs qui vont dépasser les 300 tonnes à hectare. Ah, j'ai quelqu'un tac, qui se connecte. J'ai des personnes qui ont dépassé les 300 tonnes à hectare. Alors c'est chouette, pour même la curiosité, mais on a peut-être dépassé les limites. Enfin, c'était pas forcément utile parce que si vous mettez trop de matière organique, ce qui se passe, c'est juste elle se consomme plus rapidement, quoi. C'est un peu comme si voilà, vous avez un frigo trop plein, bah, juste bon, pour éviter de gaspiller, vous allez consommer plus, quoi, mais ce ne sera pas forcément plus efficace, quoi. C'est pas non plus négatif, mais juste, bah, même souvent, ceux qui apportent 300 tonnes à l'hectare, ils nous disent, oui, mais moi, c'est gratuit, c'est juste mon temps. Oui, mais enfin, le temps, c'est quand même de l'argent, on peut faire autre chose. Donc, autant apporter 150 tonnes, si on fait les 150, ça fait toujours enfin, diviser le temps d'épandage par deux, et c'est toujours intéressant, quoi. Euh, Ensuite, la deuxième étape, c'est je cherche une source économique et locale, ça on verra. Et ensuite, j'estime la quantité et je prévois le lieu de livraison, moyen d'épandage. Alors, juste sur le premier point, tac, bah, comment je fais? Parce que ça, c'est une vraie question, c'est que c'est bien. Donc, pourcentage de matière organique réelle, bah, c'est votre analyse de sol. Mais ce qui est important, c'est je le compare à quoi? J'ai 1%, ok, mais 1% c'est bien, c'est pas bien. De combien je dois monter? Et ça, c'est vraiment important à calibrer des objectifs. Alors, plus vous faites des analyses, plus vous connaissez vos sols, plus vous faites vos propres objectifs. Ça, c'est l'idéal. Et vous vous faites conseiller aussi par ailleurs. Enfin, voilà, vous pouvez avoir. Il faut s'établir ses propres objectifs. Ce qui est important à retenir, c'est que les objectifs dépendent de la texture de votre sol. Donc, il y a les seuils du laboratoire qui peuvent vous aider. Donc ça, c'est les seuils de Célestalab. Mais il faut quand même connaître bien les seuils du laboratoire. Par exemple, nous, on sait qu'à Célestalab, on est en viticulture, on est en Provence. Alors, les seuils sont adaptés à la viticulture, mais pas à la Provence. Et ils sont texture dépendants. Ça veut dire que, vous le verrez après, mais on demande moins à un sol sableux qu'à un sol limoneux argileux. Et donc ici, par exemple, nous, là, c'est la seuil bas, là, c'est le seuil haut. Euh, Nous, on va pas viser ça hein, en Provence. En vigne en entretien, on vise un peu plus au-dessus de ça. Et puis en jachère, on essaye d'être au milieu, quoi. C'est déjà bien, quoi. On va dire que on est content. Voilà, c'est important de se fixer des bons seuils et les laboratoires peuvent faire vachement varier les seuils, donc il faut être quand même précautionneux. Alors ça tombe bien, nous, on vous met à disposition, et c'est le but du projet, aussi des seuils. Alors ça, c'est des premiers seuils qu'on a sortis. J'ai pris 3 sols un peu grossiers et assez caractéristiques. Donc là, on retrouve les seuils du laboratoire que j'ai mis sur 3 grands types de sols. Et quand on regarde, bah voilà, mon seuil très sableux, bah mon seuil bas, donc c'est lui là, il est à 1,2. Tandis que le seuil haut est à 2,2. Enfin, tandis que par exemple le seuil bas pour le sol 2, qui a plus de limon et plus d'argile, il est à 1,3. Alors c'est légèrement au-dessus. Tandis que mon sol limoneux argileux, lui, ben, il est limoneux argileux, donc le seuil bas, il est de 2%.
Ici, ce qui est intéressant, c'est de voir voilà, les valeurs observées en Provence. Donc ça, c'est les moyennes pour ces types de sols. Et bah, par exemple, on voit ici que la moyenne, on est souvent, bah, de toute façon, on l'a vu dans le graphique avant, et on est souvent un peu ras les pâquerettes quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, la moyenne, elle est à 2% sur les limoneux argileux, elle est à 1,3. On va dire qu'elle est elle est pile au seuil bas, donc c'est pas non plus catastrophique, hein. Il y a plein de sols qui contiennent de la matière organique, donc ça c'est bien, mais il y en a beaucoup qui sont en déficit assez sévère. Et donc moi, ce que j'ai marqué ici, voilà, n'essayez pas de dépasser le seuil haut, hein, vous allez, enfin, c'est compliqué quand même de dépasser ce seuil. Et surtout en Provence, ça n'a peut-être pas tant d'utilité parce que ça va être consommé d'autant plus facilement, quoi. C'est un peu comme une cheminée et vous la surchargez en bois, quoi. À un moment, bah, juste ça va cramer plus, mais ça n'a pas forcément d'utilité pour se chauffer plus, quoi. Il y a un autre indicateur que certains prennent, je fais une petite aparté, c'est l'indicateur pourcentage de matière organique sur argile. Certains le connaissent, on le voit passer. Attention, il a été créé surtout avec des études qui étaient dans les milieux alpins et sur des prairies. Et du coup, en fait, si vous le prenez, par exemple, si vous prenez 24% de la matière organique sur l'argile, bah, alors, la Provence, elle est 97% dans les choux, quoi. Donc, si vous regardez cet indicateur, vous allez être déprimé. Donc, soit vous établissez vos bons seuils, mais voilà, je le conseille pas, moi, en tout cas en Provence. Je conseille plutôt de prendre les indicateurs de Célestat Lab qui sont très bien et qu'on peut retrouver sur ces analyses ou voilà, avec ce tableau. Ok, donc maintenant, j'ai établi mon seuil. On reverra après, mais je vous ai fait des ordres de grandeur. Voilà, combien de tonnes de compost pour 0,5% de matière organique. Je ne rentre pas dans les détails. Normalement, il faut calculer le pourcentage. C'est un pourcentage sur toute la terre que vous avez de votre sol, donc sur les 20 premiers centimètres. Et c'est quoi? C'est 1,2% de matière organique. C'est 1,2% dans tout le tonnage de mon sol, donc des 20 premiers centimètres. Donc souvent, il y a entre 2000 et 3000 tonnes à l'hectare. Et donc, ça donne le taux, la tonne de matière organique sable qui est contenue dans mon sol. C'est une quantité, la matière organique. On le donne souvent en pourcentage. Je vous passe ces calculs. Ça, il faut venir plutôt dans les journées qu'on organise, où on peut voir ça ensemble à côté. Tac, tac, tac. Donc, ensuite, les sources d'économie. Donc ça, on rentre plus dans le concret. Donc là, c'est la carte des plateformes de compostage et de broyat. Donc, tous les composts et broyats qui sont produits par ces plateformes se trouvent dans la calculette Sol Provence. Alors tous, non, j'ai pas mis à jour Métropole Aix-Provence-Marseille, enfin Marseille-Provence, et Croque-Bois et les Jardiniers ici. Donc ça, c'est les trois qui sont nouveaux. Donc il y a la Métropole qui fait du compost et du broyat, donc c'est plutôt pour les coteaux d'Aix. Alors il est éloigné, c'est pas l'idéal, mais déjà on en a trouvé une. Et il faut trouver son propre transporteur pour y aller parce que leur transport est excessivement cher. Par contre, le produit est pas cher. Et ensuite, voilà, dans le Var, il n'y a pas de grands changements, hein. De toute façon, on commence à bien les connaître. Il y a juste les jardiniers et Croque-Bois qui fait du BRF simplement. Alors, on m'a parlé de Revalver à Olioul, mais ils m'ont pas répondu encore, donc j'ai pas mis leur contact. Mais on m'a parlé de Revalver à Olioul qui est très bien d'ailleurs en prix et en qualité. On en a parlé plusieurs fois, mais voilà, on attend encore le contact. Mais sinon, à part eux, on pense qu'on a fait le tour des plateformes qui existent. Certains pourront me parler de l'accro, etc. Mais attention, c'est des composts de station d'épuration. Donc c'est interdit en AOC et ça peut contenir des métaux lourds. Donc ce qui est assez rassurant déjà, c'est pour ceux qui ne connaissaient pas cette carte, c'est qu'il y a de la production, à la fois de broyat, à la fois de compost. Il n'y a pas beaucoup de fumier. On n'est pas une terre d'élevage. Donc c'est principalement des déchets verts. Très rapidement, je rentre pas non plus dans les détails, mais attention, compost et broyat, c'est très différent, déjà en qualité agronomique. Alors les deux viennent du déchet vert, hein, et le compost de déchets verts, c'est du compost de broyat de déchets verts. Mais il est stable. Et ça fait qu'il est très différent parce que déjà de un, en termes logistiques, les plateformes arrivent à le cribler. Et qui dit cribler, dit on enlève les plastiques. Alors, on enlève les macroplastiques. Ça a déjà arrivé que certains nous parlent de microplastiques qui ont été broyés, mais bon.
Nous, on l'a pas aperçu, en tout cas chez les plateformes de compostage qu'on a vues. Et le broyat, bah, pour le coup, c'est vraiment, voilà, on peut appeler ça du BRF. Nous, on préfère du broyat de déchets verts, c'est plus large. Et attention, c'est chez les broyats de déchets verts qu'il existe des risques de présence de plastique qui est parfois assez important. Ça dépend, voilà, on va dire les plus risqués, je préfère vous prévenir tout de suite, c'est STMI, la collectivité de la Dracénie, Pasini aussi, ça peut arriver. Et dans les broyats, on va dire les plus propres, enfin, en tout cas les retours des viticulteurs, à Veolia par exemple, font des broyats qui sont relativement bien faits. Et même dans Pisorno, ils font très peu de broyats. Voilà. Mais après, ça dépend beaucoup. On invite tout le monde à tester, à se faire livrer, voilà, à faire vraiment attention sur les broyats, parce que surtout, ils sont souvent gratuits. Et les composts, pour le coup, c'est normalement plus certain, plus sûr, plus de sécurité. Par contre, faites-vous toujours livrer quand même une benne, on sait jamais. Attention à informer quand même les composts de biodéchets chez Pisorno, très sales. Mais c'est des composts de biodéchets, pas de déchets verts. Voilà, donc rapidement, et donc tous les contacts sont ici. Alors, je ne vous l'ai pas présenté, mais je vous enverrai, donc suite à la webinaire, je vous enverrai la présentation. Là, on a une plaquette qui résume tout ça. Et je vous enverrai aussi la calculette des sols, sols Provence, évidemment. Tac, tac, tac. Donc voilà, cette carte, elle sert à s'approvisionner de manière locale. Il faut savoir que c'est le transport souvent qui coûte le plus cher. Et ce qui est important de savoir, c'est souvent se demander, mais enfin au début, beaucoup nous ont dit, mais attention, il n'y aura jamais assez de produits quoi, pour toute la Provence. Et donc nous, on s'est amusé à voir si toute l'offre, donc l'offre, on a calculé qu'il y a environ 130 000 tonnes qui est produit chaque année de broyat et de compost de déchets verts. Est-ce que cette production suffit à compenser les besoins? Et on a estimé très rapidement, c'est toujours grossier, on ne peut pas faire parcelle par parcelle, mais combien en Provence on a besoin de produits organiques, quoi, sur les 20 000 hectares des Côtes-de-Provence, par exemple. Et en fait, bah, curieusement, on était assez étonnés. En fait, la balance est positive. C'est-à-dire qu'on a assez de production de compost et de broyat. Alors attention, tous ces composts et broyats ne vont pas chez les viticulteurs tout le temps. Ils vont aussi dans ce qu'ils appellent les composts de jardin de mémé. Enfin, c'est les plateformes qui me disent ça. Mais il y a aussi voilà, des filières industrielles, etc. Tout ne va pas chez les viticulteurs, mais souvent, on leur achète moins cher ce type de produit. Donc, les viticulteurs peuvent aussi, enfin, s'il y a de la demande, ils peuvent répondre à cette demande. Alors, je ne l'ai pas dit sur les prix, mais donc compost broyat, les composts, c'est criblé, ça a eu du temps de traitement, c'est plus cher. On parle entre, je veux dire, une grosse fourchette entre 10 et 20 euros le coût du produit sans le transport. Tandis que les broyats, bah, c'est de 0 à 5, 10 euros maximum la tonne. Mais vous avez des risques de plastique. Et après, à chacun de trouver ses sources et de négocier. Mais d'ailleurs, pour négocier, ben, c'est intéressant de savoir quand même que enfin, vous n'êtes pas non plus en concurrence quoi, entre vous. Vous pouvez, enfin, comment dire, les plateformes n'ont pas pignon sur rue et peuvent vous faire du chantage comme quoi il n'y en aurait pas assez, quoi. Il faut plutôt, ça serait plutôt le contraire, quoi. D'ailleurs, ils sont encore en surplus pour beaucoup, hein, encore cette année. Donc, alors, à part la plateforme de La Mole, qui, victime de son succès, donc La Mole ici, hein, c'est le golfe de Saint-Tropez, bah, c'est une plateforme qui fait un excellent compost, il est légèrement composté, c'est un compost jeune, qui est très bien fait, très propre. Ils font du super travail, une très belle plateforme si vous avez l'occasion de la visiter. Mais malheureusement, bah voilà, victime de son succès, et elle commence à elle peut pas fournir tout le monde, surtout qu'elle est un peu isolée. Mais elle continue quand même à fournir beaucoup, beaucoup de tonnage de compost de déchets verts. Et elle est très intéressante à aller voir. Et en plus, ils font des super prix parce que c'est une collectivité. Donc ça, c'est bien. Tac, tac. Donc ça, c'était la source, c'est important. OK. Et ensuite, bon, dans la troisième étape, bah, j'estime la quantité. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Et je précise quand même, un bon lieu de livraison, ça c'est important, parce que attention, hein, les 10 minutes de tracteur pour aller chercher le tas, ça fout en l'air la rentabilité économique du chantier. J'aime bien le préciser, mais acheter et commander du compost en été. Pourquoi? Bah, parce que dans du compost et du broyat,
On montrera après, mais il y a de l'eau, hein, il y a beaucoup d'eau. Il y a jusqu'à 30, voire même plus, 30% d'eau. Et donc, quand vous les achetez en ce moment, vous achetez moins d'eau, quoi. Donc, vous achetez plus de compost. Et eux, ils sont en surplus en plus. Donc, ils ont tendance à faire plus de prix. Et je le précise ici, parce que c'est source de débat et de confusion. Mais je ne défonce pas après avoir répandu. Déjà, je vérifie si je dois défoncer, si c'est utile. Et ensuite, on n'enfouit pas du compost à 80 centimètres. Voilà, ça, sinon il n'a plus d'utilité, quoi. Alors sur les sols sableux, on peut aller jusqu'à les travailler jusqu'à 30 centimètres. Et pour répondre dès maintenant à la question, c'est quand même bien de les enfouir au moins à 5 centimètres les composts. Les broyats, ça dépend de la fin d'azote. D'ailleurs, j'ai pas fait de point sur la fin d'azote. Vous me poserez la question si vous voulez qu'on en fasse un. Mais très rapidement, compost, c'est stable, pas de fin d'azote, ou très faible risque. Broyat, c'est pas stable, il y a des risques, et ça dépend de la quantité. Donc, le redressement. Donc, on va prendre un cas très simple. Enfin, un cas très simple. Le cas qu'on veut, mais je vous propose d'utiliser la calculette pour un redressement. Donc, on va simplifier les choses, c'est qu'on va pas calculer exactement le déficit en matière organique, parce que sinon, ça va prendre un peu trop de temps, c'est pas l'idée. Je vais utiliser la calculette comme quelqu'un qui l'utiliserait sans trop connaître. En fait, je vous ai mis des petits rappels ici assez sympas. Par exemple, voilà, pour un cas de redressement, il nous faut souvent, alors ça dépend, voilà, si c'est des sols qui sont sableux ou plus ou moins limoneux-argileux, voilà, c'est ce qui est important pour vraiment calculer, mais souvent on est aux alentours de 25 tonnes de matière organique stable pour redresser de 1% de matière organique. Voilà, donc on le voit, c'est marqué ici. Donc pour ça, donc l'idée ici, par exemple, on va prendre un cas. Alors, je crois que hop, je l'avais ici. Tac. Attends, j'ai pas accès. Si j'ai accès, on peut prendre cette analyse. Ouais, non, elle est un peu, elle est un peu féroce celle-là. Voilà, on peut prendre par exemple cette analyse. Donc je suis à 1,5% de matière organique. Allez, on va dire que je suis à la jachère. Bon, la conséquence, c'est qu'il n'y a pas de biomasse microbienne, hein, voilà, petit aparté. Donc, je vais prendre un exemple très simple. Je reçois mon analyse. Ouah, moi, j'aimerais bien être à 2,5. Je suis à la jachère. Faut que je mette le paquet, quoi. OK, donc on se fixe un seuil de je veux remonter mon solde d'1%. J'ai pas envie de faire les calculs. J'ai envie de simplifier. Donc, je regarde. OK, donc pour faire 1%, il me faut 25 tonnes de matière organique stable. Alors pourquoi on parle de matière organique stable? Parce que quand j'apporte, donc si je prends mon compost de Pisorno, quand j'apporte une tonne, en fait, ce qui se passe, c'est que dans un compost de déchets verts, enfin dans n'importe quel produit organique, vous n'avez pas que de la matière organique, malheureusement. Ici, par exemple, dans le compost de Pisorno, j'ai 27% de matière organique. Donc déjà, quand j'apporte une tonne de compost, j'apporte que 270 kilos de compost de déchets verts. Et ensuite, cette matière organique, quand je vais l'apporter, il y a toute une fraction qui va rapidement être consommée. Et donc, un an après, il va rester que 67% du produit. Et donc, 27% fois 67%, et ben il me reste en fait, mon rendement en matière organique stable, il est de 178 kilos par tonne. Et donc, quand j'apporte une tonne de compost de déchets verts, ici, ben, j'apporte seulement, bon, bah là, c'est simplifié, hein, mais j'apporte que 200 kilos, donc 0,2 tonnes de matière organique stable. Sauf que ici, j'en ai besoin de 25. Ici, 25 tonnes. Donc là, le but, ce que je vous propose, donc on va prendre un cas très simple. Je sais pas moi, on va dire que je suis au centre Var. Donc je fais un petit devis chez Pisorno et puis je vais prendre chez, bon allez, je vais prendre La Mole, on va dire. Je suis dans la plaine des Morts, ça peut le faire, ils peuvent me livrer. Déjà, première chose, je fais mes devis. Donc, hop, mes devis, on me dit, bon, mon coût de produit. Donc là, je retrouve, ah bah tiens, j'ai Pisorno et j'ai La Mole. Si je prends La Mole, on va dire qu'il me fait mon prix à 10 euros, ok. Par contre, le coût du produit a un peu augmenté, il m'a dit 7 euros. Ok, donc ça fait 7 euros, ça fait 17 euros la tonne.
Très bien. Pisorno, ils sont plutôt dans les alentours de... C'est un peu plus cher hein, comme produit. Mais voilà, ils m'ont fait un bon prix. Ils m'ont dit que c'était 10 euros la tonne. Donc hop, je mets. Et puis c'était 12 euros le produit. Bon, je mets un peu au pif, hein, vous avez... Mais c'est suite à avoir fait un devis. Ensuite, je reviens sur ma calculette. Donc là, j'ai la caractéristique de mes produits. Donc là, par exemple, déjà, je peux tester si j'en mets une tonne. Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'apporte 0,1 et 0,2 tonnes de matière organique stable. OK. Bah, moi, j'en veux pas 0,2, j'en veux 25 tonnes. C'est là qu'on se rend compte que c'est beaucoup. Donc déjà, je peux commencer à m'amuser, dire, hop, 10 tonnes. Qu'est-ce que ça fait? Et l'idée, bah, maintenant, c'est pas d'être à 1,8, mais d'être à 25. Donc là, on va vite passer à des alentours de 150. Hop, je suis un peu trop. Donc voilà, on peut faire la louche. Alors si on veut être précis, on divise 25 par 0,17, ça peut aller plus vite. Alors le compost de la Mole, la particularité, on peut le voir ici, c'est que le rendement est un tout petit peu plus faible. Parce que je vous ai dit, c'est un compost un peu plus jeune. D'ailleurs, on le voit, l'ISMO est un peu plus faible. Donc ici, ça ne sera pas 150, ça sera sûrement 160. Hop, un peu plus même. Tac, 170. Allez, c'est bon. Donc ici, ce qu'on voulait, c'était de la quantité de matière organique stable. On cherche vraiment, c'est le but. Attention, première précision, la matière, quand on veut objectif matière organique, c'est des amendements, hein. On ne fait pas ça avec des engrais. Les engrais, d'ailleurs, la plupart des engrais, vous allez voir si... Ouais, bon, lui, c'est pas un bon exemple. Voilà. Ils ont zéro de rendement de matière organique stable. Au moins, c'est clair, hein, vous ne pourrez pas faire le calcul. Donc ici, je reviens sur mes amendements. Donc j'ai deux composts, super. Donc pour le même objectif, je dois mettre un peu plus de l'un et l'autre, je peux en mettre un petit peu moins. Donc on est quand même à 140 et 170 tonnes de compost de déchets verts. Alors pour certains, ça peut paraître beaucoup, pour d'autres, ça les effraie pas parce qu'ils ont déjà mis double. Je le sais parce que je connais certains des participants. Euh, et donc là, au niveau des objectifs, donc ça c'est rempli. Donc déjà, on peut savoir la quantité, donc c'est intéressant. Et ensuite, ben, le prix du produit. Donc là, on retrouve les 22 euros de chez Pisorno et les 17 euros chez La Mole. Et ensuite, donc là, c'est 22 euros la tonne. Donc si à 170 tonnes, bah, ça me fait 3000 euros. Et ici, là, il y a un truc important, c'est coût de mise en place. Et qu'est-ce que c'est que ça? Bah, ça, c'est le coût de l'épandage. Parce que c'est pas gratuit non plus d'épandre. Et pour certains, ça peut être assez coûteux si on part en prestation. Et c'est ça qui est important aussi, c'est cet outil il vous permet d'estimer est-ce que ça vaut le coup ou pas. C'est-à-dire que moi, il y a des situations où je dis attention, là, dans la théorie, c'est bien de mettre de la matière organique, mais c'est pas très rentable, quoi. Typiquement, si vous êtes sur un cas d'une vigne en place, mais dans, je sais pas moi, dans 10 ans, vous allez l'arracher, bon, bah, on va peut-être attendre l'arrachage pour le faire, quoi. Parce que ça vaut peut-être pas le coup. Et donc, par contre, ce coût de mise en place, il peut vachement varier. Donc, il se paramètre juste ici. Donc, quand vous avez votre calculette, il est tout à droite. Et donc, il y a le prix d'épandage des bouchons. Alors, j'ai mis un prix un peu au pif, hein. J'avoue que je ne sais pas trop combien ça vous coûte réellement. En fait, finalement, ça coûte assez cher le bouchon à la tonne parce que comme vous ne mettez pas beaucoup de tonnes, finalement, ça fait vite. Et le prix d'épandage de produits bruts. Alors, je vous ai mis des petites indications ici. Pour des parcelles en jachère, on peut, même en prestation, hein, donc là, c'est en prestation, on peut descendre jusqu'à 5 à 10 euros la tonne épandue. Parce que les prestataires prennent des gros épandeurs et donc ça permet voilà, de dépendre beaucoup. Donc allez, on va prendre un middle et on va me dire que ça me coûte 7 euros la tonne épandue. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que je me fais livrer et c'est un prestataire qui le fait. Et moi, en attendant, je fais autre chose, quoi. Donc c'est vraiment ce que ça va me coûter. Après, beaucoup me disent aussi, ouais, mais c'est pas grave, c'est moi qui y pense, c'est mon temps, etc. Mais ça, pour moi, dans un itinéraire technique, on peut pas se comparer comme ça avec son temps parce que ça a un coût aussi et puis c'est quand même de l'essence, du matériel, etc., quoi. Donc là, ici, on a notre itinéraire technique complet. Donc j'ai mis 140 et 170 tonnes. Ça me coûte de produit 3000 et 2800 euros. Et la mise en place me coûte un peu différemment. Et puis, alors là, très curieusement, bah, finalement, je suis à peu près au même coût. Donc, je serai à 4000 euros l'hectare. Alors, pour certains, ça peut paraître beaucoup. Ça l'est quand même, c'est un investissement assez important. Mais là, on est sur encore une fois, on est sur comment dire, un redressement qui est très significatif, quoi.
1% de matière organique, c'est un déficit qui est conséquent. C'est pas rien du tout. Et c'est pour ça que d'ailleurs, en jachère, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre plutôt des broyats. Par exemple, si je prends le broyat de déchets verts de Veolia, le coût, on est plutôt, voilà, on est même 10 euros, je pense qu'on est un peu élevé. Bah, on réduit vite la note, quoi. Parce que les broyats, souvent, ça coûte cher. Il suffit, par exemple, je sais pas, moi, je l'ai commandé en été, mon broyat, et ils me disent, tac, 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 donc je le trouve, hop. Alors, c'est pas, je leur fais une pub, hein, mais c'est juste ce qu'on entend un peu. Souvent, bah, ils me disent, bon, bah, allez, bah, nous, enfin, c'est l'été, c'est moins cher, c'est gratuit ou c'est 1 € le produit, histoire de. Bah, en fait, ça fait vite réduire le coût, quasi divisé par deux, quoi. Tout en prenant en compte, là, le coût de l'épandage, attention, hein, les 2 000 €, c'est en prenant en compte le prestataire, quoi. Donc, je reste, enfin, je prends en compte ce coût-là, quoi. Qui est, comme on peut le voir, par exemple, ici, le produit et la coût de mise en place sont égaux, quoi. Donc, des fois, c'est pour ça que je dis souvent, le broyat, il est gratuit, mais quand vous en mettez 400 tonnes, bah, c'est pas si gratuit, quoi. Voilà. Donc après, là, on est sur des forts redressements. Mais si on était à un redressement de 0,5% de 0,5% de matière organique, bah voilà, on serait aux alentours de 2 000 € l'hectare ou 1 000 € l'hectare. Ce qui, pour une plantation, est pour moi nécessaire, surtout que on est sur une pratique qui est un investissement sur le très long terme. C'est-à-dire que cette matière organique, vous allez la retrouver dans 10, 15 ans. Et elle va continuer à vous produire de l'azote. D'ailleurs, en parlant d'azote, souvent, on arrive, c'est ce qui est marqué ici. Ah, mais attends, mais j'ai pas. Alors, en passant, au début, on a parlé de la potasse. Mais donc là, ici, quand on apporte 140 et 170 tonnes de compost, on est tout de même à 800 unités de potasse et 1 500 unités de potasse apportées. Ce qui, mine de rien, n'est pas négligeable, vous le noterez. Donc cette potasse, elle va être là et elle va migrer doucement dans le sol et elle sera présente sur par exemple, les 5 6 dernières années, 5 6 prochaines années. Donc par exemple, bah, vous avez mis 2 000 €, mais d'un côté, vous avez mis 2 000 €, mais vous avez aussi évité des engrais potassiques, etc. Ensuite, en azote, ça fait vite des quantités d'azote aussi qui sont importantes. Euh, mais attention, cet azote, il est organique et il va se dégrader, non pas enfin, non pas en une année, mais il va se dégrader sur 20 ans, cet azote. Mais c'est ce qui explique aussi la fourniture azotée. C'est que chaque année, je vais libérer, je sais pas moi, si en 17 ans, je libère mes 1 700 unités d'azote, bah, tous les ans, j'ai 100 unités d'azote qui sont libérées. Qui iront pour l'enherbement, qui iront pour ma vigne, qui iront peut-être un peu dans l'eau aussi, il faut faire gaffe. Mais voilà, ça sera un sol qui va produire de l'azote. Voilà, donc ça c'est pour le coût du redressement. Après, je vous invite, bah, c'est régler vos prix, hein. Le but c'est d'avoir vos prix. Et éventuellement, ça se peut qu'il faut que vous changiez les caractéristiques. Elles changent un petit peu les caractéristiques aussi. Et après, vous pouvez évidemment ajouter des produits. Donc pour ceux qui connaissaient l'outil l'année dernière, il a changé, c'est que maintenant on fixe pas un objectif, c'est on choisit sa quantité, c'est quand même plus sympa et plus facile. Parce que parfois on préfère dire, bon bah moi j'ai envie d'apporter 50 ou 50, peu importe, je m'en fiche ce que ça apporte, je vais juste apporter 50 tonnes, ok, combien ça me coûte, voilà, bon, c'est plus rapide quoi. Ok, donc ça c'était sûr. N'hésitez pas à me couper hein, s'il y a des questions. Sur les redressements, je pense que j'ai fini. Et je voulais passer sur les entretiens. Donc, les entretiens, alors, entretien en matière organique, mais globalement, entretien des sols en viticulture. Bon, de toute façon, s'il y a des questions, vous les poserez, je pourrais couper. Donc, sur les entretiens, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est ça, c'est quelque chose qu'on a appris dans le projet, c'est ce qu'on appelle le découplage, amendement et fertilisation. Donc, on va prendre un exemple assez concret juste après. Mais globalement, en fait, c'est ce qu'on trouve, hein. On a vu plusieurs itinéraires techniques qui fonctionnent vraiment très bien. À la fois, ils sont économiques et derrière, en résultat à la fois de rendement, mais en résultat aussi de sol, c'est-à-dire qu'on a fait une analyse, tout est au vert, quoi. Et donc, il y a les apports massifs qui fonctionnent bien.
surtout s'ils sont suivis de couverts végétaux. Ça, c'est une pratique qui fonctionne vraiment bien. Et dans les entretiens, si on part pas d'un stock vraiment super bien, il y a ce qu'on appelle voilà, le découplage amendement fertilisation. Alors pourquoi découplage? Parce que ces 10 dernières années, les 20 dernières années, on avait tendance à fusionner, de faire un seul produit qui fait tout. C'est-à-dire le produit, typiquement un des amendements en bouchon. Euh, oui, oui, Olivier, j'enverrai la dernière version en Excel juste après là. Et donc le découplage, pourquoi? Voilà, parce que ces dernières années, on a voulu coupler, mais en fait, on a des produits qui coûtent cher et en plus qui apportent pas vraiment tout, quoi. Donc voilà, dans le découplage, donc c'est tout simplement, c'est j'apporte mes matières organiques à côté et s'il faut ma partie fertilisante à part, quoi, mais selon les besoins. Mais au moins, j'apporte dans les quantités nécessaires et dans les ordres de grandeur nécessaires. Voilà, dans les astuces aussi que j'aime bien, c'est au lieu de mettre dans des entretiens, des fois on dit bon bah je fais un peu forcer, il faut que je mette 5 tonnes, je sais pas moi, de compost brut par an. Bah, au lieu de mettre 5 tonnes par an, on met 15 tonnes tous les 3 ans, par exemple, ou 30 tonnes tous les 3 ans, suivant le seuil. Alors certains m'ont dit, moi je préfère mettre chaque année. Bon, moi globalement je trouve quand même que c'est plus économique de faire tous les 3 ans, mais c'est à voir ça, c'est à voir selon votre système. Et voilà aussi, c'est bien estimer ses besoins en fertilisants. En fait, souvent aussi, on a remarqué, c'est qu'en couplant, là, en faisant des bouchons qui font un peu tout et qui font un peu rien, c'est qu'on n'apporte même pas les besoins en azote de la vigne, quoi. Et d'ailleurs, je vous refais juste un tout petit rappel agro. En termes de vraiment minéral pur, souvent, qu'est-ce qu'on dit pour une vigne de 50, pour une production de 55 hecto-hectares? Donc en vigne, en Provence. Voilà, quels sont un peu l'ordre de grandeur des unités qu'il faudrait apporter pour une vigne, on va dire, moyenne, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le stade autofertilité, mais on n'est pas non plus sur le stade faible vigueur, juste voilà. Des unités, une fertilisation, on va dire, correcte, normale, pour une vigne qui est correcte. Donc je vous laisse réfléchir 10 secondes sur les unités en azote, phosphore. Alors phosphore, on verra, c'est pas très important en viticulture. Potasse et magnésium. Bon, voilà, je vous les mets. On est sur 35 unités en azote et 55 en potasse. Voilà. Ce qu'il faut retenir en potasse, c'est souvent une unité égale 1 hecto. Alors, c'est des ordres de grandeur, hein. L'idée, c'est si tu as de la vigueur, bah, tu réduis certains. Si tu es dans les morts, bah, tu augmentes un peu la potasse. Enfin, voilà, c'est un ordre de grandeur. Je vous les donne parce que ça va être utile après. Euh, mais ça, souvent, on les a un petit peu perdus. Et vous allez voir, les 35 unités, on n'est quand même pas souvent dans ces clous-là. Et ensuite, en matière organique, donc je vous rappelle, voilà, le bilan humique, il y a des entrées, des sorties. Quand on fait pas assez d'enherbement, on a plus de sorties que d'entrées. Et donc, on dit qu'il faut entretenir en matière organique son sol. Donc là, cette fois, on n'est pas à 25 tonnes de matière organique stable hein, chaque année, sinon on serait pas on serait dans un sale pétrin. Non, alors là, je vous ai donné des ordres de grandeur. On a calculé en moyenne un peu les besoins de taux de matière organique. Voilà, on varie entre 0,500 kg de matière organique stable. Ah, tac, là qui en rejoint. Euh, donc, on est plutôt entre 500 kg de matière organique stable à 1,5 de matière organique stable par an. Mais attention, ça, c'est s'il n'y a pas de couverts végétaux, quoi. C'est si on a juste un enherbement hivernal assez basique. Quand je fais des super couverts végétaux, je peux me passer de ces besoins de matière organique. Mais bon, je peux aussi faire des super couverts végétales, mais j'ai quand même envie d'augmenter significativement la matière organique, donc je peux avoir envie de quand même mettre des produits organiques. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit objectif pour se calculer. On part sur un itinéraire technique très basique, vraiment très simple. J'essaye d'apporter 35 unités d'azote disponibles et j'essaye de combler mes exports en matière organique stable. Alors, j'ai pas marqué ici, mais on peut se dire 1 tonne de matière organique stable. Voilà, c'est un truc commun. C'est ça, on va travailler, on va vous donner des références là bientôt dans des plaquettes. Mais voilà, on peut se donner ça, c'est un truc un peu moyen. On va dire que je fais pas beaucoup de couverts végétaux. D'ailleurs, je pourrais apporter mes unités d'azote avec des légumineuses, mais voilà, là je suis un itinéraire, j'ai pas envie de me faire
J'ai pas envie de faire de couvert végétal, je veux compenser, puis je veux mettre de l'azote, c'est une vigne qui est un peu correcte. Ok, donc on est sur cet objectif-là. Je sais plus si je m'étais marqué. Ah oui, voilà. Donc on va comparer deux stratégies, si vous voulez, c'est pour finir. Et je trouve que c'est là l'utilité de la calculette, c'est la comparaison des stratégies bouchon ou découplage. Donc découplage, je le répète, c'est au lieu de mettre un bouchon qui fait tout, c'est je mets des amendements et de la fertilisation à, à part. Donc là, je reviens sur mon outil. Tac, tac, tac. Donc l'idée, bah, c'est on veut. Donc ce que j'ai dit ici, c'est ce que vous allez retrouver ici, c'est voilà, en entretien, on est souvent à une. Donc, je zoome un petit peu pour ceux qui voient peut-être pas très bien. Voilà, entretien, 1 tonne de matière organique stable exportée, cas classique, avec un enherbement naturel en hiver seulement. Donc là, mon objectif, c'est d'avoir 1 tonne de matière organique stable ici. Donc, je vais prendre je vais vraiment le prendre par hasard, hein, mais je vais prendre 1 tonne de riche humus ou de vinalpe, mais vraiment par hasard, hein, c'est pas parce qu'il est très utilisé. C'est à peu près pareil, hein, et je vais en mettre 1 tonne, chose qu'on retrouve très souvent. Donc quand j'apporte 1 tonne, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'apporte 18 unités d'azote, mais attention, elle n'est pas totalement disponible. Alors ça, c'est ce qui nous manque dans notre. Je fais une petite aparté, parenthèse. C'est ce qui nous manque dans l'outil, c'est d'avoir une autre colonne qui est l'azote disponible sur la saison. Le problème, c'est qu'il est très difficile à avoir. Par exemple, on a contacté bah, typiquement Fraissinet, on leur a demandé bah, le riche humus, c'est quoi la cinétique de minéralisation en azote? Et bah, on nous a dit bah, c'est notre secret, on ne peut pas vous dire. Bon, bah, super. Et bah, nous, on n'est pas forcément obligé de l'utiliser. Donc voilà, c'est un peu. Après, on suppose que c'est mieux qu'un amendement, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est plus facilement disponible, mais ça reste, c'est pas un engrais quand même. Donc, quand j'apporte 1 tonne de riche humus, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'apporte 0,5 de matière organique stable apportée. 0,5, c'est pas 1 tonne. Ça veut dire que quand j'apporte 1 tonne de riche humus, eh ben, je pense parfois avoir fait du stock de carbone, mais parfois, dans certaines situations où je fais pas beaucoup d'enherbement, bah, ça se peut que je continue à déstocker, quoi. Alors, j'apporte quand même quelque chose, mais 1 tonne de ce produit-là, alors pourtant, il a un très bon rendement, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, bah, je le remets hein, rapidement, c'est assez facile, mais le compost de Pisorno, il a un rendement de 178 kilos de matière organique stable par tonne. Le riche humus, il est quand même bien parce que bah, c'est des produits qui sont séchés, qui sont bien faits, bien compostés, etc. Mais le problème, c'est que comme j'en mets qu'1 tonne, et bah, à la fin, ça me fait quand même pas beaucoup. Par contre, ça me coûte, bah, le produit me coûte 440 € la tonne. Ok, donc moi, on a dit, on voulait mettre 1 tonne de matière organique stable. Donc ici, je vais mettre mes 2 tonnes de produits. Donc j'arrive à 1,1. Alors, si on veut être précis, je peux peut-être faire 1,9. Allez, soyons précis. Tac. Donc voilà, là j'ai mis 1 tonne de matière organique stable. Donc j'ai répondu à mon objectif. Et alors là, on peut le voir, en mettant 2 tonnes, déjà, ça me coûte 850 € à l'hectare. On commence déjà à être assez élevé. Bon, j'apporte 35 unités d'azote, c'est bien, mais toutes ne sont pas disponibles. Par contre, j'apporte 13 unités de potasse, quoi. Je suis dans les choux. Enfin, par exemple, typiquement, si je suis dans un contexte Lalonde, Saint-Tropez, les Morts, bah, c'est pas top, quoi. Là, il faudrait compenser en potasse. Mais bon, restons sur notre objectif, 1 tonne de matière organique stable. Ok. Ben, l'idée, là, bah, on va dire que je suis à Lalonde, typiquement. Bah, au lieu de faire mon compost, je vais faire l'autre stratégie, donc découpler ma matière organique et ma fertilisation. Donc là, cette fois, je vais choisir, bah, hop, je vais choisir par exemple la môle, et bah, je vais essayer d'apporter 1 tonne de matière organique stable. Alors, 1 tonne de matière organique stable, et ben, il va falloir que je mette, alors c'est environ, tac, ah bah voilà, j'ai mis 7 tonnes, donc il me faut 7 tonnes du compost de la môle pour avoir 1 tonne de matière organique stable. Alors, on verra après comment on fait cette tonne, mais combien ça me coûte ces 7 tonnes. Donc, elle me coûte 17 € la tonne. Donc, ça me fait 119 € de produit. Et j'ai pris en compte, il faut que je prenne en compte l'épandage, parce que c'est quand même plus difficile qu'un bouchon.
Là, je peux me dire, bon, bah, voilà, j'ai pas le matériel, je fais appel à un prestataire, j'ai pas le temps, enfin bref, voilà. Je mets 20 euros la tonne. C'est quand même élevé, hein. C'est-à-dire que 20 euros la tonne, c'est quand même le prix des prestataires pour apporter ce type de produit. C'est les prix communs, je pense. Enfin, c'est entre 15 et 25 euros la tonne, je pense. Ça dépend beaucoup en fait du chantier, donc je peux pas vous dire exactement. Mais on va prendre un chiffre un peu élevé pour quand même prendre un cas où voilà, j'ai pas le matériel, je veux pas me faire, je veux faire passer par de la prestation. Par contre, là, ok, j'ai apporté mon compost, mais par contre, on a dit que c'était du compost, ça fertilise pas. On a dit qu'on voulait découpler, donc à côté, bah, j'ai envie d'apporter de l'azote. Bah, je vais choisir de l'azote. Alors, je suis en bio, allez, je vais essayer de prendre quelque chose, une fiente de volaille. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai ici? Nutriorg. Alors, celui que. Non, un guanito, je voulais prendre. Bon, je vais prendre lui, non. Hop. Je sais plus. Ah si, voilà, il y a le guanito. Donc je vais prendre du guanito, et là, mon objectif, tac, c'est d'avoir une trentaine d'unités d'azote. Donc, hop, j'essaye de mettre 500 kilos. 500 kilos, mon produit, lui, il me coûte un petit peu plus cher. Euh, il me coûte un peu plus cher, par contre, j'en mets pas non plus de tonnes, quoi. Et donc, en fait, la somme ici, donc le coût de mise en place n'est pas très important, mais là, je peux encore une fois l'augmenter s'il faut. Je pense qu'il est quand même plus cher parce que, bon, quand on fait un passage, mais ça, peu importe, ça, chacun peut le faire. Donc ici, je résume. L'idée, c'était de comparer donc juste mon apport de bouchon, qui me coûte, si je veux apporter une tonne de matière organique stable, et on va dire que l'azote est disponible, mais en plus, il n'est pas totalement disponible, et bah, ça me coûte, mon itinéraire technique, il me coûte 850 euros à l'hectare. Tandis que si je veux faire la même chose en termes de matière organique et pour apporter vraiment de l'azote disponible, bah, ça me coûte 285 plus 259. Et donc, on est aux alentours de 400, 580 euros. Donc, en fait, la somme de mes deux pratiques est toujours inférieure à la première stratégie, alors que cette fois, j'ai pas apporté 13 unités de potasse. Déjà, j'ai apporté 15 plus 27, donc 43 unités de potasse. Donc déjà, j'ai 3 fois plus de potasse. En plus de ça, j'apporte réellement de l'azote disponible et de l'azote qui va se diffuser dans le temps. Après, on pourra nous dire, attention, les 7 tonnes, c'est un peu chiant à apporter, quoi. Effectivement, le prestataire, vous n'avez pas amené un prestataire pour 7 tonnes. Là, au lieu de dire j'apporte 7 tonnes chaque année, je peux dire, par exemple, bah, j'apporte 21 tonnes tous les 3 ans ou 30 tonnes tous les 4 ans. Bon, tous les 4 ans, ça va peut-être commencer à faire un peu long, mais en prenant en compte un peu la surminéralisation, je peux dire que je peux un peu augmenter 35 tonnes tous les 4 ans, par exemple. Et voilà, ainsi de suite. Donc là, on est dans un laitière où on entretient, on ne va pas enrichir. Euh, et même si, imaginons, j'avais pris qu'une tonne parce que souvent on prend qu'une tonne hein, de riche humus, vu le prix, ben, on est avec notre itinéraire, là, juste avant, on est globalement dans l'ordre de grandeur d'une tonne de riche humus, pour apporter, pour le coup, 2 fois plus de tout. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus utiliser ces produits. C'est des excellents produits d'entretien. C'est juste que si vous voulez avoir des stratégies de renforcement pour pas trop cher, vaut mieux passer par un découplage. Surtout que le découplage, il vous permet aussi de dire, bon, bah, moi, je veux faire de la matière organique, mais ce que je veux apporter, c'est pas l'azote, c'est pas tant l'azote. Je sais pas, moi, je suis dans les morges, il y a très peu de potasse. Bah, je calibre en fonction de mes besoins, quoi. Donc, typiquement, un sulfate de potasse à 100 kilos, voilà, j'apporte mes 43 unités de potasse, par exemple. Donc, je calibre en fonction de mes vrais besoins. Et je trouve, enfin, en tout cas, ceux qui sont partis sur ces stratégies, ça a quand même plus de sens. Euh, Après, encore une fois, ceux qui partent sur des gros apports du début, bah, on se passe un peu de tout ça et de l'entretien, donc c'est aussi très intéressant. Euh, Tac, donc voilà, ça c'était pour le retrait, enfin, c'était plus pour l'entretien. Prendre un exemple d'un cas où, au lieu d'apporter voilà, chaque année mon bouchon, bah, j'essaye de découpler. Par contre, je suis pas obligé
j'insiste, hein, mais je suis pas obligé d'apporter des composts chaque année parce que je trouve que ça fait vite beaucoup de travail de faire un petit tas sur chaque parcelle. Et d'ailleurs, c'est souvent ceux qui se lancent, j'apporte 30 tonnes de partout, quoi. Waouh! Je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen de se dégoûter, quoi. Parce qu'on va y passer un mois et ça va casser des pièces et ça va être long. Et en plus, on va se dire, je ne sais pas si ça a vraiment une utilité, quoi. Donc, vaut mieux y aller doucement et au moins chaque année, en plus, on peut revoir les sources, renégocier, voilà, se re-questionner sur ça. Mais en tout cas, c'est l'utilité aussi globale de cet outil. Donc, je vous le mettrai enfin, il sera en ligne, mais actuellement, je vous l'enverrai par mail. Sachez juste il me reste encore, ah oui, j'ai 16 heures passées, donc je vais arrêter. Sachez juste qu'il va être amélioré encore. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des retours à faire. Et pour cette histoire de référentiel, il y a un troisième onglet que j'ai mis ici. Ça vous permet de calculer votre déficit de matière organique. En fait, vous mettez votre pourcentage de texture, ça trouve des sols proches, et ensuite vous intégrez votre taux de matière organique et ça vous met les seuils automatiquement. Voilà. Bon, je passe très rapidement parce que j'avais pas forcément le temps de le décrire. Et voilà, après la calculette, elle vous sert aussi à faire que les engrais entre eux. Voilà, vous avez une liste de produits assez importante, vous pouvez en rajouter. Moi, je trouve juste un point quand même, sur apporter de l'azote, des fois, il y a moyen quand même d'économiser pour apporter que de l'azote. Je trouve que parfois, on est sur des produits assez onéreux et on apporte d'autres éléments qui sont pas forcément toujours utiles. Donc voilà, il y a des gains des fois à gagner sur ça. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Je crois que ouais, j'ai fini. Donc j'arrête le partage. S'il y en a qui ont des questions, je vois qu'il est déjà 16 heures passées, j'ai pas mal parlé. Mais si certains ont des questions, vous pouvez lever la main, je peux vous donner la parole. Et sinon, enfin, sinon dans les questions-réponses. Et sinon, bah, je vous enverrai tout dès la fin du webinaire. Et ensuite, l'année prochaine, on organisera des ateliers, bah, comme on a déjà fait. Et ceux qui ont participé à Terre Apparat pourront reparticiper. Ça sera des ateliers plus courts, mais l'idée, c'est de refaire des analyses de sol et de les recomparer par groupe. Voilà, de vous donner accès à ces analyses qui sont quand même assez utiles. Et voilà, j'en ai fini de mon côté. Si certains ont des questions, sinon je vais clôturer. Je ne peux pas vous donner accès au micro d'un coup. J'ai fait le choix de supprimer les micros de tout le monde pour éviter les bugs. Je m'en excuse. Et ensuite, voilà, il y aura un webinaire si jamais vous voulez. Enfin, pardon, il y aura un enregistrement du webinaire si vous voulez retourner sur certaines questions. Et ensuite, dans la calculette, il y a d'autres informations et un petit tuto. Voilà, ben, je vous remercie. S'il n'y a pas de questions, je vais clôturer. Et sinon, n'hésitez pas à me poser par ailleurs. Et je souhaite à tout le monde bah, bonne vendange. Et aussi bon courage à ceux qui ont été touchés par les incendies, s'il y en a qui sont présents. Voilà. Ben, merci à tous. Bonne fin de journée.